Vous avez déjà vu des nanas se battre? Bon bah si c'est pas le cas, vous êtes au bon endroit. Non, parce que passer les bastons de la cour de récré, ça a déjà existé dans l'histoire. C'est pas comme si dans notre pays on avait une qui était une figure nationale dont je ne compte pas parler ici. Au Japon par exemple, l'ordre samouraï qui existait du 12e au 19e siècle avait son penchant féminin qui s'appelait les Onamushasha. Elles étaient tellement proches des samouraïs qu'elles avaient également leur seppuku. Bon, elles s'appellent le jigai et elles n'ont juste qu'à se trancher la horte avec les pièces solidement nouées, mais sinon, le principe est le même. Également, celle qui s'occupait de l'éducation des petits, et notamment de leur apprendre à se battre, et gérer aussi les commis du foyer. Autre époque, autre pays, autre mœurs, mais le même point. Je vais vous parler du royaume du Dahomey, situé au Bénin actuel. Ce petit royaume commence son existence environ vers le XVIe siècle, même si on a très peu de sources sur ses débuts. En 1708, à la bataille de Sessoun, c'est là où nous avons les premières traces de l'existence d'un corps féminin dans l'armée dahoméenne. On possède très peu de sources sur l'origine de ce corps. C'est peut-être probablement lié à un déséquilibre entre les hommes et les femmes, parce que une bonne partie des mecs avaient canaux au combat, donc fallait se rattraper. C'est au XIXe siècle, sous le règne du roi Gezo, que ce corps sera réellement structuré et qui sera ainsi plus connu. Comment est-ce que les femmes sont recrutées? Il y a par un tirage au sort, qui consiste en fait à ce que le roi lance des coquillages et que si le coquillage tombe devant lui, elles sont prises, ou également prises chez les rebuts de la société. Elles servent de garde du corps dans le palais royal à Abomey et s'entraînent quotidiennement au combat. Le Dahomey est un royaume qui part en général en guerre contre ses voisins de novembre à mars, ce qui permet d'avoir plus d'hommes disponibles vu que les agriculteurs ne sont pas aux champs. En général, ils font des raids expéditifs pour ramener au pays richesses et esclaves. Et qui dit raid dit guerrière dahoméenne. Les guerrières dahoméennes servent en général de troupes de choc ou d'élite qui sortent en première ligne histoire de briser d'un coup les défenses adversaires. Après les raids, les esclaves que le Dahomey récupère sont soit utilisés au Dahomey comme main-d'œuvre dans les champs, soit vendus comme esclaves aux Européens, soit sacrifiés durant la fête annuelle des coutumes. En début de vidéo, je parlais de guerre dahoméenne, mais en fait ce va être un corps homogène. Nous avons la fusilière ou la gulomento. Elles sont reconnaissables car elles portent une calotte blanche avec un caïman bleu cousu dessus. Armées de mousquetons à partir du XVIIIe siècle, elles combattent également de sabre court, ce qui est assez logique vu la cadence de tir de ces armes, c'est-à-dire entre 1 et 2 coups par minute. Viennent ensuite les archères, ou guento, qui en fait vont rapidement servir de garde du corps ou pour les parades, du fait que l'arc va être surtout abandonné au fusil, c'est logique, c'est quand même beaucoup plus efficace. Le dernier corps d'infanterie est celui des faucheuses ou des miecorento. Elles sont reconnaissables avec ces espèces de rasoirs géants dont la lame fait 45 cm et le manche environ 60 cm, qui peut vous trancher un homme en un seul coup, si on a la force pour. Du fait que cette arme se manie à deux mains, il n'y a que des gens extrêmement expérimentés qui peuvent le manier correctement, donc l'effet est surtout psychologique pour effrayer les adversaires. Parce que concrètement ça fout un peu les jetons à rasoir géant. Le plus petit des corps est celui des artilleuses, des Akbaria. Il est extrêmement réduit parce que les Dahoméens n'ont pratiquement pas de canon. Faut dire que vu le terrain escarpé et vu qu'ils n'ont pas de chevaux pour les tirer, car ces derniers sont essayés par les mouches tsetse, ça sert pas à grand chose des canons, c'est trop cher, c'est trop long, et surtout c'est pas efficace dans leur tactique militaire. On pense que les Gbeto sont à l'origine des guerres dahoméennes. Ces chasseresses d'éléphants chassaient ce doux pachyderme pour la viande et pour le squelette et les défenses, qui servaient soit à faire plaisir aux Européens, soit également pour le culte. Et puis la viande évidemment pour la bouffer, parce que ça se bouffe. Sauf que du fait de la baisse du troupeau à Dembo, elles vont rapidement varier les proies parce que l'effort n'a plus. Elles chasseront ainsi d'autres animaux qui serviront notamment aux résidents du palais royal à Abomey afin de varier leur alimentation. Enfin varier. Ça reste de la viande, mais différentes viandes. Donc c'est varié. En plus des entraînements militaires quotidiens, les guerrières dahoméennes s'exercent également à la danse et au chant, qui servent notamment lors des défilés de la fête annuelle des coutumes. Les danses qu'elles font sont plutôt là pour simuler les combats et les chants sont là pour rappeler leur soumission au roi dahoméen. Également, dans les chants, elles rappellent leur puissance sur le champ de bataille et n'hésitent pas à se comparer aux hommes en disant qu'elles valent mieux qu'eux, parce que concrètement, elles font plus mal qu'eux. En parlant de faire mal, il y a un truc à faire mal aux guerrières dahoméennes, ce sont les guerres coloniales que a mené la France contre la Dahomey à partir de 1890. Malgré une énorme supériorité numérique, les Dahoméens souffrent d'un manque de fusils modernes, parce que concrètement leurs mousquetons ça tire jusqu'à 90 mètres, les fusils Lebel français qui peuvent tirer 8 coups sans être chargés tirent entre 200 et 300 mètres. Et puis les Français ont l'artillerie aussi, ce qu'ont pas les Dahoméens, ou justement très peu. Et ça a fait la différence ça. La deuxième guerre coloniale contre le Dahomey qui se déroule en 1892 verra s'affronter environ 2200 soldats français, dont la moitié sont africains, face à 10 000 Dahoméens,
dont un quart sont des Dahoméennes. Du fait de l'armement supérieur des Français, les tactiques de guerre dahoméennes sont complètement inefficaces face à eux. Le 19 juillet de cette année, à la bataille de Dagoba, c'est par exemple des centaines de guerriers dahoméens qui meurent pour 5 Français. Parce que concrètement, charger contre des mecs à fusil, ça marche pas. Du tout. Un peu plus tard la même année, les Dahoméens, à la bataille de Poguessa, vont découvrir une nouvelle arme française que sont les baïonnettes. Et là, ça va encore mal se passer pour eux. Il y aura plus de 200 Dahoméens tués pour 42 Français. À 40 km de Poguessa se trouve la ville de Cana, qui sera le dernier retranchement des troupes dahoméennes face à l'invasion des Français. Les Dahoméens vont résister pendant un mois, en gros de octobre à novembre 1892, sous les ordres du roi Béhanzin. Pour pallier au manque d'effectifs, ce dernier va libérer les esclaves et les prisonniers du Dahomey, afin d'avoir des soldats à mettre face aux Français. Qui va quand même pas servir parce qu'ils ont toujours le même problème, de manque de fusils modernes et de manque de tactique moderne. La bataille finale se déroule le 4 novembre au village de Djokoumé, proche de Cana, c'est là où est le palais royal. Après cette bataille, le Dahomey est définitivement conquis par les Français. Le bilan est lourd, ils ont perdu entre 2000 et 4000 personnes, pour même pas 600 morts côté français, dont surtout beaucoup de soldats issus des autres colonies. Le dernier roi du Dahomey, le roi Béhanzin, sera capturé en 1894 et il sera exilé en Martinique avec ses 5 épouses. Les Français le remplaceront par son frère Gouchili, qui est beaucoup plus conciliant avec eux, jusqu'en 1900, où ils vont décider d'abolir la monarchie pour diriger directement le Dahomey. Après la première guerre dahoméenne, en 1891, les Français avaient déjà découvert les guerrières. En effet, un chaman du nom de John Wood avait emmené au parc des expositions jardin d'acclimatation 24 femmes, qui d'ailleurs n'étaient pas toutes des guerrières, et qui d'ailleurs n'étaient pas toutes dahoméennes, en exposition. Leur danse et leur chant étaient assez fidèles, parce que sinon elles étaient avec des diadèmes de cuir, des corsages ajustés, des cheveux tressés, bon bref, pas du tout l'aspect des guerrières. Au Dahomey, avant la colonisation, les guerrières étaient considérées comme étant des êtres anormaux, parce que c'était les femmes qui faisaient un métier d'homme, malgré les efforts des rois Guézo et Gléglé de les faire mieux accepter au sein de la société dahoméenne. Avant la colonisation, il y avait également des observateurs européens qui étaient venus en tourisme, on va dire. En tourisme. À l'époque, quoi. Ils qualifiaient les guerrières dahoméennes de créatures au visage d'homme, de furie, d'homas, et grosso modo condamnaient l'existence d'un tel corps. Selon l'observateur britannique Burton, du fait du célibat forcé des guerrières dahoméennes, cela privait le Dahomey de 7500 naissances par an. Alors, comment est arrivé à ce chiffre, on ne sait pas trop. Après, il faut savoir que les témoignages rapportés par les observateurs européens sur la guerre dahoméenne sont rapportés au même moment que les mouvements féministes naissants en Europe. Et on peut se demander si tous ces sobriquets qualifiant les Dahoméennes n'étaient pas tant pour réellement critiquer les femmes guerrières, tout cela évidemment avec une bonne touche d'orientalisme dessus, mais du sexisme, mais aussi pour mettre en garde la population européenne face au mouvement féministe naissant. Autre pays, autre époque, même situation. J'ai nommé l'URSS en 1941, et concrètement, passé le 22 juin à l'agression nazie, 1941, c'est pas l'année du boudin. Alors, pour ceux qui savent pas trop, lorsque l'Allemagne nazie a attaqué l'URSS, c'est concrètement pas une bonne idée, c'est ce qui a complètement lancé le mythe de la Russie invulnérable. Bon, c'est pas complètement faux, parce que concrètement, des guerres, la Russie, elle en a perdu, mais là je vais pas en parler. Mais en gros, faut retenir l'idée que attaquer la Russie, c'est un peu comme baiser ta sœur. Et vite. La même année, Malina Lastrova a 29 ans. C'est déjà une star de l'URSS parce qu'en 1938, elle a tenté de rejoindre Moscou à Komsomolsk-sur-Amour, soit un trajet de 6000 km sans ravitaillement. Bon, elle a tenté parce que son avion s'est plombé dans la taïga, elle a dû survivre 10 jours complètement toute seule. Elle a été retrouvée parce qu'elle a foutu le feu à la forêt en tentant de se cuire des champignons. Bon, au moins elle a tenté quoi. Elle, Palina Sipienka et Valentina Glizobudova sont les premières femmes à avoir eu le titre de héros de l'URSS. Et ce sont toutes des aviatrices. Laskova est pas juste aviatrice, elle est également lieutenant au NKVD, le commissaire national aux affaires intérieures, ancienne du MGB, ancienne du KGB. Et elle a également un bureau à Lubyanka, la prison de Moscou, qui est en gros les locaux du NKVD, et où concrètement dans les sous-sols, c'était pas fait du slip, parce que c'est une prison. Avec l'agression nazie, Malina Laskova décide de monter elle-même un régiment d'aviatrices. Et elle va en recevoir des réponses. À la mi-octobre, tous les effectifs sont déjà complets. Les recrues se rassemblent toutes à Engels, une petite ville pas très loin de Moscou qui elle est menacée directement par les nazis. Les effectifs sont répartis en 3 régiments, le 586e de chasseurs, le 587e de bombardiers et le 588e de bombardiers de nuit.
Bon, après il faut savoir qu'elles sont réunies, c'est bien, les avions ils peinent à arriver, et puis pour les uniformes on se fait pas chier, on prend tous les uniformes de mecs, on met les tailles les plus petites, et on leur file. Pour vous dire que juste flotte complètement dedans, que pour les bottes elles doivent les caler du papier journal. Bon, c'est un peu le bordel, hein, faut l'avouer. Pour le 586e régiment, ce n'est qu'à partir de janvier 1942 qu'elles reçoivent les Yak-1, un très bon avion de chasse conçu par l'aviateur Yakovlev. Pour le 588e régiment, ce sont des avions PO2 ou I2 créés par l'ingénieur Polikarpov. Ces petits biplans sont faits en bois et en toile, c'est-à-dire pas du tout ce qu'il y a de plus moderne, sachant que pour larguer une bombe, faut partir en piquet, pour partir en piquet, faut couper le moteur, et le moteur redémarre pas tout le temps. Ce qui fait qu'il y a des situations où c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que tu te votes la gueule par terre en fait. Mais genre méchamment quoi. Pour le 587e, par contre, c'est un avion beaucoup plus moderne qui peut être construit en série, c'est le Petliakov PE2. Lui par contre, c'est un bombardier d'haute altitude et qui est quand même plutôt moderne et qui a pas les défauts du PO2. Histoire de conserver un petit héritage de la Russie impériale, les pilotes ont automatiquement le grade d'officier. En dessous d'elles, ce sont les techniciennes qui ont le grade de sous-off, et encore en dessous, ces armurières qui n'ont pas de grade. Sachant que moins t'es gradé, moins tu bouffes. C'est vous dire ce que les armurières doivent bouffer quoi. En mai 1942, elle quitte Engels pour se diriger vers Stalingrad, et surtout après pour aller vers Rostov pour défendre ce qui reste d'Ukraine qui n'est pas encore aux mains des Allemands. Qui dit Ukraine dit le Donbass, un bon bassin minier plein de charbon, de houille et de fer, dont la prise par les Allemands serait capitale pour étouffer économiquement l'URSS. On va pas se mentir, les Allemands vont réussir à la prendre, ils arrivent à prendre Rostov, et après ils sont un petit peu limités déjà par manque de carburant parce que ces crétins foncent comme des bourrins, et ensuite parce que le temps dégueulasse fait que les mecs se retrouvent paralysés sur les routes comme des cons. Le rôle des aviatrices, c'est de bombarder les dépôts de munitions, de carburant, histoire d'harceler l'ennemi, histoire de limiter leur temps de sommeil, bref, histoire de les faire chier un max. Mais ça va toujours pas suffire parce que là, concrètement, les Allemands sont vraiment en roue libre pour taper droit sur le Caucase et surtout pour taper sur tout le carburant qu'il y a. Le 24 juillet 1942, Rostov sera quand même prise par les Allemands, ce qui fait que Staline va promouvoir l'ordre 227, ni chagru nazad, c'est-à-dire plus un pas en arrière. En gros, le premier Gugus qui recule, il se fait tirer dessus par les troupes du NKVD. Du coup, il vaut mieux qu'il avance. Il sera tiré dessus quand même, mais s'il se démerde, pourra rester en vie. Bon, il va se faire tirer dessus quoi. Avec la prise de Rostov, les aviatrices vont viser tous les ponts flottants, histoire que les Allemands puissent débarquer un minimum de troupes sur le reste de la Russie. Ça va pas être très efficace, mais bon, continue de bombarder parce qu'on change pas même des habitudes. Ce truc qui change quotidiennement, c'est les aéroports avec l'avancée des Allemands qui là est super rapide. Après la prise de Rostov, les Allemands foncent vers le Kouban, prennent le Nord-Caucase, la Tchétchénie, et foncent vers l'ex-Tsaritsyn, renommé pour l'occasion Stalingrad. Et ils vont bien le regretter pour Stalingrad. Au début de la bataille de Stalingrad, les seuls aviateurs qui défendent la ville, ce sont des bleus qui viennent toujours de sortir de l'école d'aviation, donc les mecs sont complètement descendre par la Luftwaffe. Du coup, c'est au tour des aviatrices de prendre le relais. Parce qu'en fait, il n'y a plus personne à part elles parce que les autres sont morts. Avec l'opération Uranus, c'est toute la 6ème armée de Paulus qui est encerclée en Stalingrad. Ah oui, et d'ailleurs, Paulus, pas Von Paulus. Juste Paulus. Tout ça pour dire que les mecs sont juste encerclés par tous les soviétiques, ils sont juste dans une ville où ils ont que dalle à bouffer et que dalle pour se protéger du froid. Et concrètement, quand il fait moins 40 dehors, se protéger du froid, c'est un peu important. En plus, pour en rajouter une couche, les Allemands ont besoin quotidiennement de 700 tonnes de matériel. Et pour les avoir, ils dépendent du ravitaillement aérien. Et au meilleur jour, ils n'auront que 362 tonnes. Sachant que parfois dans les ravitaillements, ce qu'ils ont, c'est genre des tracts du parti ou des cols de chemise, donc pas des trucs super utiles, genre pas des trucs genre des bottes, des manteaux, des munitions, de la bouffe, du matériel. Sachant que, ou plus, avec l'avancée des troupes soviétiques, les aérodromes sont de plus en plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de plus en plus de carburant pour livrer les mecs qui crèvent dedans. Sachant qu'en plus, avec l'hiver, les avions sont plus lourds, donc il faut plus de carburant. Sachant que l'Allemagne nazie et le carburant, ça a toujours été une grande histoire d'amour, parce qu'ils ont jamais eu beaucoup. Bon, autant vous dire que les mecs de Paulus sont une merde. Mais une merde. En plus, avec le manque d'avions et de pilotes, la plupart des avions de cargo sont sans escorte. Donc autant vous dire que les aviatrices soviétiques, elles se font grave plaisir dessus. Ah oui, puis en plus, je parlais du ravitaillement aérien, mais c'est pas que les mecs, ils arrivent à l'extérieur, ils atterrissent dans la ville, ils repartent. Non, c'est que les mecs, ils décollent, ils te balancent leur parachute, et ça devienne que pourra. C'est-à-dire que vu comment les positions changent rapidement en Stalingrad, un coup ton paquet il tombe chez toi, un coup il tombe ailleurs. Et sachant que s'il y a des vents, ou que si ton lancer n'est pas très précis, ton paquet il tombe je sais pas où. Bon, après pour les soviétiques, ça faisait toujours plaisir. Hein.
Bon, peut-être pas les tracts nazis, quoi, mais peut-être le matos, quoi. Le 31 juin 1943, Paulus se rend. La fin des combats sera effective 24 heures après parce qu'il fallait prévenir tous les groupes de combat qu'il y a en Stalingrad et vu que les mecs ils s'étaient tous éparpillés, qu'ils avaient plus tous de radio, bon, bah, pour être prévenir ça prend un peu de temps. Tout ça pour dire 31 janvier. Bonne année les mecs. À la suite de la victoire de Stalingrad, les soviétiques vont reconquérir tout le Caucase, le Kouban, sur lequel évidemment les 3 régiments d'aviatrices seront dessus. Ils vont également essayer de charger à Rostov, histoire de réencercler des mecs comme à Stalingrad, sauf que la différence c'est qu'il y a 4 fois plus d'hommes dedans qu'à Stalingrad. Donc autant vous dire que ces mecs avaient réussi, je vous raconte même pas les pertes que ça aurait été pour les Allemands. Bon, sauf que les nazis ont vu le truc venir et ils sont tous dédalés comme des lapins, parce que là sinon ils allaient encore en chier. Bien en chier. Avec le dégel du printemps 43, les Allemands tentent une offensive sur salon de course qui s'appelle Opération Citadelle. Ce sera un énorme combat de chars, avec dedans évidemment de l'aviation, et évidemment les 3 régiments d'aviatrices qui seront de la partie. Après cette bataille, les soviétiques vont reconquérir tout leur territoire, puis libérer le reste de l'Europe de l'Est, et puis après saigner la gueule à l'Allemagne nazie. En gros, pour la faire courte, hein. Je pense que l'histoire va connaître ça à peu près. Sur tout le long de la guerre, elles ont fait un total de 23 672 sorties, dont 2920 dans le Caucase sur les années 42-43, 4623 dans le Kouban sur l'année 43, 6140 en Crimée de novembre 43 à l'année 44, 400 en Biélorussie de juin à juillet 44, parce que parfois il faut se reposer, 5421 en Pologne de août 44 à mars 45, et 2000 en Allemagne à partir d'avril 45 et jusqu'à la fin de la guerre en mai. Quel point commun entre les gardes dahoméennes et les aviatrices soviétiques? Ce sont des corps exclusivement féminins et sociétés patriarcales, et qui d'ailleurs avaient reçu tous les petits noms d'oiseaux sympathiques. Je vous avais déjà dit pour les dahoméennes, les aviatrices soviétiques avaient été qualifiées de sorcières de nuit par les nazis. Et de manière générale, les femmes militaires restent une exception. La seule armée où elles ont été le plus visibles, c'est au Kurdistan, où elles composent environ 40% des effectifs militaires. Soit elles restent une minorité, mais beaucoup plus large que ce qu'on peut trouver chez nous. Comme d'habitude, pour voir tout ce que je dis, vous avez les liens dans la description. Et puis sinon, pour le reste, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager. Bisous.